Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. C'est une histoire qui se murmure parfois derrière les volets clos de nos provinces, une histoire qui a le goût amer de la trahison et l'odeur rance de l'ingratitude. Nous allons ce soir nous rendre à Lyon, cette capitale de la gastronomie, cette ville où manger est un acte sacré, une religion, une preuve d'amour. Mais vous allez découvrir que la nourriture peut aussi devenir une arme. Une arme silencieuse, invisible, capable de briser un être humain sans laisser la moindre échymose. Je vais vous raconter le calvaire de Madame Renée, une femme qui avait passé sa vie à nourrir les autres et qui, au crépuscule de son existence, s'est retrouvée à mendier des miettes à ceux-là même à qui elle avait tout donné. C'est une histoire de famille, une histoire d'héritage, mais surtout, c'est le récit terrifiant de ce que la modernité, lorsqu'elle est dévoyée par la cruauté, peut infliger à nos anciens. Il est 2 heures du matin. Dans une belle maison bourgeoise de la banlieue lyonnaise, le silence est total, pesant, presque menaçant. Dehors, le vent d'hiver fait trembler les branches nues des platanes, mais à l'intérieur, tout est figé comme dans un musée. Pourtant, une ombre se déplace. C'est une silhouette frêle, voûtée, vêtue d'une chemise de nuit en flanelle, trop grande pour ses épaules maigres. C'est Madame Renée. À 78 ans, elle avance à pas de loup, retenant son souffle, le cœur battant la chamade, comme celui d'un voleur qui s'introduit par effraction. Mais Renée n'est pas une voleuse. Elle est chez elle, ou du moins elle l'était. Elle se dirige vers la salle de bain, la seule pièce qui ferme encore à clé. Dans sa main tremblante serrée contre sa poitrine, comme une relique sainte, elle tient un petit paquet gras enveloppé à la hâte dans une serviette en papier. Une fois verrouillée à l'intérieur de cette pièce carrelée de blanc froide et clinique, Renée s'assoit sur le rebord de la baignoire. Ses mains déformées par l'arthrose et des décennies de labeur déballent le trésor. C'est une simple tranche de jambon de Bayonne, une tranche rosée persillée de blanc odorante. Pour vous et moi, ce n'est qu'un aliment. Pour Renée, en cette nuit glaciale, c'est le souvenir d'une vie révolue. Elle porte la tranche à sa bouche avec une avidité qui ferait pleurer n'importe quel témoin. Elle ferme les yeux. Le sel, le gras, la texture fondante, c'est une explosion de saveurs qui réveille son estomac tordu par la faim depuis des heures. Elle mange vite, trop vite, de peur d'être surprise, de peur que ce moment de grâce ne lui soit arraché. Elle est une matriarche réduite à l'état de clandestin, une mère obligée de se cacher pour survivre. Soudain, le bruit sec d'une poignée, que l'on tourne violemment. Renée se fige, le morceau de jambon à moitié avalé. Elle n'a pas entendu les pas dans le couloir. La porte, dont la serrure est vieille et capricieuse, cède d'un coup d'épaule. La lumière crue du plafonnier s'allume aveuglante. Renée plisse les yeux terrifiée, recroquevillée sur elle-même. Dans l'encadrement de la porte se dresse Isabelle, sa belle-fille. Grande mince, le visage lisse et impénétrable comme un masque de cire. Elle porte un peignoir en soie grise, parfaitement noué. Elle regarde la vieille dame, non pas avec colère, non, c'est pire que cela. Elle la regarde avec un dégoût clinique, comme on observerait un insecte nuisible que l'on vient de surprendre dans le garde-manger. Encore. Le mot claque comme un coup de fouet. Isabelle s'avance. Elle ne crie pas. Sa voix est calme, posée, effroyablement douce. « Maman Renée, nous avions pourtant un accord. Pas de graisse saturée, pas de sel. C'est pour votre bien. Vous le savez. » Sans un geste brusque, mais avec une autorité indiscutable, elle tend la main. Renée, les larmes aux yeux, baisse la tête. Elle sait qu'elle a perdu. Avec une lenteur déchirante, elle tend le reste de la tranche de jambon à sa belle-fille. Isabelle le saisit du bout des doigts avec une grimace de répulsion, comme s'il s'agissait d'un déchet toxique. Elle se tourne vers les toilettes, jette la viande dans la cuvette et tire la chasse d'eau. Le bruit de l'eau qui emporte la nourriture résonne comme un glas dans le silence de la nuit. « Allez vous coucher maintenant, » dit Isabelle, « et brossez-vous les dents. Vous empestez la charcuterie. Comment en est-on arrivé là? Comment une femme comme Renée, qui fut jadis une reine dans son domaine, a-t-elle pu devenir cette petite chose tremblante, humiliée, dans sa propre salle de bain?
Pour comprendre cette descente aux enfers, il faut remonter le temps. Il faut revenir à l'époque où Renée n'était pas cette ombre affamée, mais la patronne respectée d'un bouchon, ces restaurants typiques de Lyon, où la générosité est la loi suprême. Renée, c'était la main qui nourrit. Avec son défunt mari Marcel, ils avaient tenu le chaudron d'or pendant 40 ans. 40 années à se lever à 4 heures du matin pour aller aux Halles, choisir les plus belles pièces de viande, les légumes les plus frais, les fromages les plus crémeux. Renée était une force de la nature. Elle avait les joues rouges de la chaleur des fourneaux et les bras solides de celle qui pétrit, qui tourne, qui porte. Sa cuisine n'était pas sophistiquée, elle était vraie. Des quenelles de brochets sauce, nantua, des tabliers de sapeur, des saucissons briochés, des tartes aux pralines. Chez Renée, on ne sortait jamais avec la faim. On sortait le cœur léger et le ventre plein. Elle avait construit sa vie autour de cette idée simple, aimer, c'est nourrir. Chaque assiette qu'elle servait était une déclaration d'affection. Elle et Marcel avaient économisé franc après franc, sacrifiant leurs vacances, leurs dimanches pour acheter cette belle maison en pierre de taille, avec son jardin et ses arbres fruitiers, qu'ils voyaient comme le château de leur retraite, le patrimoine qu'ils laisseraient à leur fils unique Julien. Ah, Julien, le petit prince de la maison. Renée l'avait choyé peut-être trop. Elle l'avait nourri de ses meilleurs plats, l'avait protégé des duretés du métier. Julien avait grandi dans les jupes de sa mère, entouré par les effluves de beurre, noisette et de vanille. C'était un garçon doux, un peu effacé, qui n'avait jamais vraiment su dire non. À la mort de Marcel, emporté par une crise cardiaque foudroyante il y a 5 ans, Renée s'était retrouvée seule dans cette grande maison, devenue trop silencieuse. Le deuil l'avait frappée, mais elle était restée debout, solide comme un chêne. Jusqu'à ce que Julien rencontre Isabelle, et que tout bascule. Isabelle n'était pas du cru. Elle venait d'un autre monde, d'une autre mentalité. Cadre dans une grande entreprise de marketing, elle était l'incarnation de la modernité urbaine, efficace froide, obsédée par l'image et le contrôle. Pour elle, la nourriture n'était pas un plaisir, c'était un carburant qu'il fallait gérer, optimiser, purifier. Elle ne voyait pas une blanquette de veau comme un plat réconfortant, mais comme un amas de cholestérol et de toxines. Très vite, elle avait pris l'ascendant sur Julien. Elle décidait de tout de ses vêtements, de ses amis, de son emploi du temps. Et Julien, par amour ou par faiblesse, se laissait faire heureux qu'on prenne les décisions à sa place. Le piège s'est refermé il y a 2 ans. Renée, commençant à sentir le poids des ans, s'inquiétait de l'entretien de la maison. Isabelle, avec un sourire qui se voulait rassurant, avait proposé la solution idéale. « Maman Renée, pourquoi rester seule? Cette maison est immense. Nous allons vendre notre appartement, venir habiter avec vous. Nous ferons des travaux pour aménager l'étage. Nous prendrons soin de vous. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien, ni des courses, ni du ménage, ni de la cuisine. Ce sera une retraite dorée. » La proposition était tentante. Renée, qui craignait par-dessus tout la solitude, avait accepté. Elle avait signé chez le notaire une donation de la maison à son fils, en conservant l'usufruit, pensait-elle, mais dans les faits, c'était une prise de pouvoir totale. Les premiers mois furent une lune de miel illusoire. Les travaux furent lancés, la maison modernisée. Puis, insidieusement, le régime a commencé. Isabelle, se drapant dans une sollicitude médicale, avait décrété que la santé de Renée était préoccupante. « Vous êtes essoufflée, Renée. Votre tension est limite. Il faut reprendre tout ça en main. À partir de maintenant, c'est moi qui gère la cuisine. » Au début, Renée avait ri, touchée par cette attention. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort gastronomique. Du jour au lendemain, le réfrigérateur de Renée a été purgé. Exit le beurre demi-sel, la crème fraîche épaisse, les fromages affinés, la charcuterie artisanale. Tout a fini à la poubelle, sous le regard horrifié de la vieille dame. « C'est du poison tout ça », disait Isabelle en jetant un Saint-Marcellin parfaitement fait. À la place, les placards se sont remplis d'ingrédients que Renée ne connaissait pas, qui n'avaient ni odeur ni histoire, du quinoa, des graines de chia,
du lait d'amande, du tofu, des légumes vapeur, sans assaisonnement. Le sel fut banni, le sucre déclaré ennemi public numéro 1. Pour une femme dont la vie avait été une symphonie de goûts, ce silence gustatif fut un choc violent. Les repas devinrent des épreuves. Autour de la table, l'ambiance changea. Il n'y avait plus de rire, plus de tintement de verre, plus de « reprends-en un peu ». Il y avait les monologues d'Isabelle sur les bienfaits des antioxydants et le silence gêné de Julien, qui gardait le nez dans son assiette de graines germées. René essayait de protester gentiment. « Un peu de sel, peut-être? Ça manque de goût, Isabelle. » La réponse tombait cinglante. « Le goût, c'est une habitude, René. Votre palais est perverti par des années de malbouffe. Il faut vous détoxifier. » La détoxification devint une obsession, puis une torture. Les portions de René commencèrent à diminuer. « À votre âge, on se dépense moins, on a besoin de moins de calories, » affirmait Isabelle. René quittait la table avec la faim au ventre, une faim sourde lancinante qui l'empêchait de dormir. Elle commença à perdre du poids. Ses vêtements flottèrent sur elle. Ses joues se creusèrent. Lorsqu'elle s'en plaignait à son fils, Julien répondait fuyant son regard. « Isabelle sait ce qu'elle fait, maman. Elle se renseigne beaucoup. C'est pour que tu vives plus longtemps. » La perversité d'Isabelle atteignit un nouveau stade lorsqu'elle commença à manipuler l'entourage médical. Lors d'une visite du médecin de famille, le docteur Marc, un homme pourtant bienveillant qui connaissait René depuis 20 ans, Isabelle prit les devants. Avant même que le médecin ne puisse ausculter René, Isabelle l'avait pris à part dans le couloir. « Elle devient difficile, docteur. Elle refuse de manger ce que je lui prépare. Elle fait des caprices comme une enfant. Je crois qu'elle commence à perdre la tête. Elle oublie qu'elle a déjà mangé et réclame encore. » Le poison du doute était instillé. Lorsque le docteur Marc entra dans la chambre, il ne vit pas une femme affamée, mais une patiente sénile dont la famille s'occupait avec dévouement. « Alors, René, on fait des misères à sa belle-fille. Il faut manger ce qu'on vous donne, c'est équilibré. » René tenta de se défendre. « Mais docteur, j'ai faim. Elle ne me donne que de l'eau et des graines. » Le médecin échangea un regard complice et triste avec Isabelle, qui soupira en levant les yeux au ciel. « Vous voyez, » semblait dire Isabelle, « la paranoïa s'installe. » Le diagnostic tomba début de démence trouble du comportement alimentaire. Isabelle avait gagné. Elle avait désormais la caution médicale pour affamer sa belle-mère en toute légitimité. L'isolement de René se referma comme une chape de plomb. Isabelle filtra les appels téléphoniques. « Maman se repose. Maman n'est pas en forme aujourd'hui. » Les amis de toujours, les anciens clients du restaurant, cessèrent peu à peu d'appeler découragés. Renée devint prisonnière de sa propre maison, errant comme une âme en peine dans les couloirs surveillés par Isabelle, qui semblait être partout à la fois. La cuisine, autrefois le cœur battant de la maison, était devenue un laboratoire stérile, interdit d'accès en dehors des heures de repas. C'est à cette période que l'instinct de survie de Renée, cet instinct forgé par des années de travail acharné, se réveilla. Elle ne pouvait pas se laisser mourir sans combattre. Elle commença à élaborer des stratagèmes. Un matin, profitant qu'Isabelle était sous la douche et que Julien était au travail, elle sortit dans le jardin. Elle se dirigea vers la haie de laurier qui séparait sa propriété de celle de Madame Solange, sa voisine et amie de 30 ans. Solange taillait ses rosiers. En voyant l'état de Renée, elle lâcha son sécateur. « Mon Dieu, Renée, mais tu es transparente, qu'est-ce qui t'arrive ?» Renée, agrippée au grillage, chuchota les larmes coulant sur ses joues creuses. « Solange, j'ai faim. Il ne me donne rien. J'ai tellement faim. Est-ce que tu aurais un morceau de pain ou un peu de fromage ?» Solange, bouleversée, courut dans sa cuisine. Elle revint quelques minutes plus tard avec un demi-poulet rôti encore chaud, enveloppé dans du papier aluminium et une baguette fraîche. « Tiens, ma pauvre, tiens. Cache-le bien. » L'odeur du poulet rôti, cette odeur de dimanche de famille de normalité, fit vaciller Renée. Elle cacha le butin sous son gilet et rentra en courant, le cœur battant à tout rompre.
Elle mangea le poulet dans sa penderie, assise par terre, parmi ses vieilles robes, dévorant la chair avec ses doigts, suçant les os, pleurant de gratitude et de honte. Mais on ne trompe pas la vigilance d'un geôlier comme Isabelle. Quelques jours plus tard, l'odeur persistante de gras sur les vêtements de René, ou peut-être une miette oubliée, trahit son secret. La découverte de la carcasse du poulet mal dissimulée au fond d'une poubelle extérieure déclencha ce qu'Isabelle appela pompeusement le conseil de famille. La scène se déroula dans le salon. Renée fut assise dans un fauteuil, comme une accusée à la barre. En face d'elle, Isabelle droite froide et Julien avachi fuyant. Isabelle tenait la carcasse de poulet dans un sac plastique comme une pièce à conviction. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites, Renée ?» commença-t-elle d'une voix tremblante de fausse indignation. « Nous nous tuons à vous préparer des repas sains, à calculer vos apports nutritionnels, à veiller sur votre santé. Et vous, vous allez mendier chez les voisins comme une clocharde. Vous nous faites honte. Tout le quartier va croire que nous vous maltraitons. » Elle se tourna vers Julien. « Tu entends ça, Julien? Ta mère préfère s'empoisonner avec de la graisse industrielle et nous humilier publiquement plutôt que d'accepter notre aide. C'est de l'ingratitude pure et simple. » Julien, le fils chéri, le petit prince, leva enfin les yeux vers sa mère. Mais au lieu de la défendre, au lieu de voir la détresse dans ce visage émacié, il répéta les mots de sa femme comme un perroquet bien dressé. « Maman, franchement, Isabelle fait tout pour toi. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu dois nous écouter. Tu n'es plus capable de juger ce qui est bon pour toi. » Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en Renée. Ce n'était pas seulement la faim qui la tuait, c'était le chagrin. Son fils l'avait abandonnée aux mains de son bourreau. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers accélérés. Isabelle renforça sa surveillance. Les sorties au jardin furent interdites pour éviter les courants d'air. Les repas devinrent encore plus frugaux. Une soupe claire le soir, quelques cuillères de purée de légumes sans beurre à midi. Renée passait ses journées au lit trop faible pour se lever rêvant de bœuf bourguignon, de gratin dauphinois, de tartes aux pommes. Elle commença à écrire. Dans un petit carnet en cuir qu'elle cachait sous son matelas, elle notait non pas ses pensées, mais ses menus imaginaires. « Aujourd'hui, j'ai rêvé de l'odeur de l'ail qui rissole dans le beurre. Je donnerais ma vie pour une bouchée de Saint-Honoré. » Ce carnet était son dernier refuge, son dernier espace de liberté. Puis vint Noël. Noël, la fête de la famille, la fête de l'abondance. Isabelle avait décidé d'inviter quelques amis du milieu des gens comme elle, modernes et performants. Pour l'occasion, elle avait consenti à cuisiner un vrai repas mais revisité. Malgré tout, il y avait un rôti de bœuf. Un magnifique rôti de bœuf en croûte dont l'odeur commença à envahir la maison dès le matin. Pour Renée, allongée dans sa chambre à l'étage, cette odeur était une torture. C'était le parfum de tous les Noëls passés le souvenir de Marcel, découpant la dinde des rires du bonheur. Le soir venu, on fit descendre Renée. On l'habilla d'une belle robe qui flottait désormais sur son corps squelettique. Isabelle l'installa en bout de table, loin des conversations. Les invités arrivèrent, le champagne coula. Personne ne semblait remarquer la maigreur effrayante de la vieille dame, ou si quelqu'un le remarquait, la politesse interdisait de poser des questions. Le plat de résistance arriva. Le rôti doré, saignant, fumant, fut posé au centre de la table. Les convives s'extasièrent. Isabelle servit tout le monde généreusement, puis elle arriva à Renée. Le silence se fit un instant. Isabelle posa devant sa belle-mère une assiette creuse. À l'intérieur, pas de viande, pas de sauce onctueuse. Juste un liquide orange pâle, une soupe de potimarron, à l'eau sans crème sans sel. « Pour vous, maman Renée, » dit Isabelle avec un sourire mielleux devant les invités. « Avec votre estomac fragile, la viande rouge serait fatale ce soir. J'ai préparé ce velouté spécialement pour vous. C'est très digeste. » Renée regarda l'assiette, puis elle regarda le rôti dans l'assiette de son voisin. Elle vit le jus de viande, la croûte dorée. Elle sentit les effluves poivrés.
Son corps affamé depuis des mois hurla. Une vague de vertige la saisit. Elle essaya de soulever sa cuillère, mais sa main ne répondait plus. Elle leva les yeux vers son fils, assis en face d'elle. Elle chercha son regard une dernière fois. Un appel au secours muet. « Julien, mon fils, donne-moi à manger. Je t'en supplie. » Julien détourna la tête pour se servir du vin. C'en était trop. Le cœur de Renée, épuisé par l'anémie, par le chagrin, par la cruauté, lâcha prise. Elle s'effondra sa tête, heurtant l'assiette de soupe qui se renversa sur la nappe immaculée. Ce fut le chaos. Les cris des invités, la chaise qui tombe. Isabelle, furieuse plus qu'inquiète, « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore? C'est une comédie. » Mais Renée ne bougeait plus. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses lèvres bleues. Quelqu'un, un invité plus sensé que les autres, appela le SAMU. Les secours arrivèrent en 10 minutes. Ces hommes et ces femmes en uniforme bleu, habitués au drame, comprirent instantanément que quelque chose clochait. Ce n'était pas juste un malaise vagal. En soulevant Renée pour la mettre sur le brancard, l'urgentiste fut choqué par sa légèreté. « Elle ne pèse rien », murmura-t-il à son collègue. « C'est un sac d'eau. » Ils examinèrent rapidement la patiente. Glycémie effondrée, tension imprenable, cachexie avancée. L'urgentiste se tourna vers Isabelle et Julien, son regard durcissant. « Depuis quand n'a-t-elle pas mangé correctement? Cette femme est en état de malnutrition sévère. C'est le stade 3. On voit ça dans les zones de guerre, madame, pas dans les villas de Lyon. » Isabelle tenta de se défendre, balbutiant ses excuses habituelles sur l'anorexie sénile, sur le refus de s'alimenter. Mais cette fois la science parlait, les analyses ne mentent pas. Pendant que l'on s'activait autour de Renée, une infirmière monta dans sa chambre pour chercher ses médicaments et sa carte vitale. En soulevant le matelas pour vérifier s'il n'y avait pas de dossier médical caché, elle trouva le petit carnet en cuir. Elle l'ouvrit au hasard. Elle lut une phrase puis deux. Ses yeux s'embuèrent. Elle redescendit le carnet à la main et le tendit au médecin-chef juste devant Julien. Le médecin lut à voix haute dans le silence glacial du salon où le rôti refroidissait. « 23 décembre. J'ai si faim que j'ai mal aux os. Isabelle a jeté le quignon de pain que j'avais gardé de ce matin. Julien n'a rien dit. Je voudrais juste une tartine de beurre. Juste une. Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être si gourmande, mais j'ai peur de mourir le ventre vide. » Julien devint blanc comme un linge. Isabelle, pour la première fois, perdit sa superbe. Le médecin referma le carnet d'un coup sec. « Nous l'emmenons. Et je vais faire un signalement immédiat au procureur de la République pour maltraitance sur personnes vulnérables et non-assistance à personnes en danger. Ne quittez pas le territoire. » Renée fut hospitalisée pendant 3 semaines. On dut la réalimenter progressivement comme une naufragée. La justice, saisie par le signalement, agit avec une rapidité exemplaire. Une mesure de protection urgente fut prononcée. Isabelle et Julien se virent interdire tout contact avec elle. L'enquête de voisinage révéla tous les témoignages de Solange, les observations du pharmacien, la maigreur suspecte. La vérité sur le régime de la cruauté éclata au grand jour. Renée ne retourna jamais dans sa maison. La simple vue de cette cuisine aseptisée lui aurait été insupportable. Elle accepta une place dans un ECPAD réputé de la région, un établissement où, par chance, le chef cuisinier était un ancien de la vieille école, un amoureux du terroir. La scène finale de cette histoire, mes chers auditeurs, est une image que je veux que vous gardiez en mémoire. Nous sommes 3 mois plus tard. Renée est assise dans la salle à manger lumineuse de la résidence. Elle a repris quelques kilos, ses joues ont retrouvé une teinte rosée, même si son regard reste voilé par la tristesse de la trahison filiale. C'est l'heure du déjeuner. Une aide-soignante souriante s'approche et pose un plateau devant elle. Sur le plateau, il y a une assiette fumante. C'est une blanquette de veau à l'ancienne. La sauce est onctueuse, nappante d'un blanc ivoire parsemé de petits champignons de Paris et de carottes fondantes. Il y a du riz cuit à la perfection avec une noix de beurre. L'odeur,
Cette odeur de laurier, de clous, de girofle, de crème et de viande mijotée monte aux narines de Renée. Elle prend sa fourchette. Sa main tremble encore un peu, mais plus de peur, seulement d'émotion. Elle pique un morceau de viande enrobé de sauce. Elle le porte à sa bouche. Au moment où la nourriture touche sa langue, au moment où ce goût d'enfance, ce goût de vie envahit son palais, Renée ferme les yeux. Une larme, une seule roule sur sa joue et tombe dans l'assiette. Ce n'est pas une larme de tristesse, c'est une larme de délivrance. Elle mange, elle se nourrit, elle revit. Quant à Julien et Isabelle, ils vivent toujours dans la grande maison, mais les volets restent souvent fermés. Le quartier sait. Les commerçants les servent froidement, sans un sourire. Les amis ne viennent plus. Ils sont seuls dans leur forteresse moderne, condamnés par le tribunal de la conscience publique bien avant le jugement pénal qui les attend. Ils ont gardé la maison, oui, mais ils ont perdu leur âme. Alors, ce soir, en vous mettant à table, regardez votre assiette. Regardez ceux qui vous entourent, et souvenez-vous que nourrir quelqu'un, c'est lui dire qu'on veut qu'il vive. Ne laissez jamais, jamais la cruauté s'inviter à votre table. C'était la faim de l'âme. Prenez soin de vous, et surtout prenez soin de ceux qui vous ont nourri.